J'ai toujours aimé la science-fiction, sous toutes ses formes. Pour la force de ses idées. Et pour les grandes questions qu'elle soulève. Qu'y a-t-il dans l'univers? Comment se finira le monde? Nos technologies nous détruiront-elles? Mais avant tout, que pouvons-nous apprendre de ces histoires fantastiques? La science-fiction dit en gros qu'il n'y a pas de limite. L'espace est tout ce qu'on veut. L'immensité de l'univers est stupéfiante. On pose les grandes questions comme « Où allons-nous ?» et « Ça nous apprend quoi sur nous en tant qu'humains ?» Ça montre une caractéristique fondamentale des humains. On aime le danger. La science-fiction a inspiré les ingénieurs qui nous ont emmenés sur la Lune. Et ce n'est que le début. La science-fiction porte l'espoir de découvertes encore plus incroyables. On a une curiosité intrinsèque de parcourir la galaxie. L'humanité est programmée pour explorer et pour exploiter. Nous sommes des citoyens de l'univers. Nous en faisons partie aussi. Qui dit action? Vous ou moi? Vous, allez-y. Ok, action. J'ai toujours été fan de science-fiction. Qu'est-ce qui est possible? Que va-t-il arriver? C'est comme si on voyait l'avenir. Boum! On prend ça en pleine figure. La science-fiction montre toutes les possibilités. Ça va au-delà de la science-fiction. C'est une vision de l'humanité. On fait des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer aujourd'hui. Mais c'est un super divertissement. Exactement. C'est un genre très populaire, parce qu'il est bien plus amusant que les autres genres. Ça déchire. C'est cool et libérateur. On s'interroge sans arrêt. Sinon, on est stupide. Tout est possible. Ray Bradbury, Arthur Clarke, Robert Heinlein, et voilà, j'étais accro. Le concept de l'univers est époustouflant. Il y a aussi la frontière entre la science-fiction et le fantastique. Les monstres nous apprennent tout sur nous. J'aime vraiment la science-fiction. On adore ça, on ne s'en lasse pas, donc on ne peut pas s'arrêter. Dans l'ensemble de votre œuvre de réalisateur et de producteur, vous avez fait de nombreux films sur les premiers contacts ou l'invasion. C'était ce qui stimulait votre jeune imagination? C'est mon père qui m'a fait découvrir le cosmos. Oui. Il avait construit avec un grand rouleau de carton autour duquel on enroule les tapis un télescope réflecteur de 5 cm. Cool. Il a commencé par me montrer les lunes de Jupiter, puis j'ai vu les lunes de Saturne. J'avais 6 ou 7 ans à l'époque. Donc, pour moi, le cosmos... Vous avez passé du temps à observer le ciel. Ah oui, beaucoup de temps. Il me réveillait en pleine nuit. C'est effrayant quand votre père rentre dans votre chambre alors qu'il fait encore nuit et qu'il vous dit « Viens avec moi ». Votre père vous a emmené voir une pluie de météorites. Les Léonides. Tout à fait. Et il m'a emmené sur une butte, quelque part dans le New Jersey, où des centaines de personnes étaient allongées sur des couvertures. Cette scène se retrouve dans Rencontre du troisième type. Oui. C'est exactement la même scène. Je l'ai incluse dans le film. Oui. Et une fois là-bas, on s'est allongé sur son sac à dos de l'armée et on a regardé le ciel. Génial. Presque toutes les 30 secondes, un éclair lumineux traversait le ciel. Je me souviens avoir regardé le ciel grâce à mon père et d'avoir dit « Si un jour, j'ai la chance de faire un film de science-fiction,
Je veux que ces petits bonhommes viennent en paix. Mon agent m'a appelé pour me dire « Steven Spielberg te propose un boulot dans un film qui s'appelle Rencontre du troisième type ». J'ai dit « Pardon ?» Avant l'audition, je me suis entraîné pour essayer de décrocher le rôle. Steven m'a dit « On aimerait beaucoup que vous jouiez dans ce film. Vous seriez l'interprète de François Truffaut. » Le seul truc, c'est qu'il faudrait qu'on vous entende en français. Parlez-vous bien français? J'ai répondu. Il y avait beaucoup d'années depuis que j'ai parlé français. Si vous me donnez ce boulot, ce sera très difficile pour moi. Aucun d'entre eux ne parlait français. Ils ont dit « Super, le rôle est à vous. Votre français est parfait. » Avez-vous pas fait récemment une rencontre? Une rencontre plutôt inhabituelle? Who are you people? Rencontre du troisième type s'intitulait à l'origine « Surveiller le ciel ». Si vous êtes un vrai mordu de science-fiction, vous savez d'où ça vient. Every one of you listening to my voice, tell the world. Tell this to everybody wherever they are. Watch the skies. Donc, le titre original de Rencontre du troisième type faisait référence au film de science-fiction classique des années 1950, La chose d'un autre monde. Le personnage de Richard Dreyfuss dans Rencontre du troisième type est très intéressant parce que ce n'est pas un héros. Il n'est ni un bon père ni un bon mari. Il renonce à tout au profit de l'idée qu'il existe une forme de vie sur d'autres planètes. Il s'agit d'un type tout à fait ordinaire qui travaille pour une compagnie électrique et il vit une expérience inexplicable qu'il n'arrive pas à surmonter. Quand cette chose vole au-dessus de son camion, sa vie est bouleversée. Les personnages sont un peu malmenés. Le film montre bien que son obsession pour les extraterrestres fait du mal à son fils et à sa femme. It's a little strange with Dad. I can't describe it. This means something. Ça soulève la question, jusqu'où serait-on prêt à aller pour communiquer avec des extraterrestres? Je comprends pourquoi nous sommes toujours critiqués, mais en même temps, je suis soulagé qu'il y ait des gens dans ce monde prêts à écouter et à suivre cette voie en eux. You felt compelled to be here? Yeah, you might say that. Mais qu'espériez-vous trouver? But what did you expect to find? An answer. That's not crazy, is it? Rencontre du troisième type a fait quelque chose de nouveau avec les extraterrestres. Au lieu de les montrer uniquement comme des monstres effrayants assoiffés de sang et de pouvoir, ce film affirmait qu'il y avait des choses incroyables dans l'univers et qu'on allait être épaté. Steven savait comment susciter une réaction mêlant à la fois l'émerveillement, le bonheur et la crainte. Il y a une scène dans Rencontre du troisième type dans laquelle un vaisseau vient d'atterrir. Carrie doit ouvrir la porte et découvrir des choses incroyables. Steven avait demandé à plusieurs personnes du film de se déguiser en animaux géants. Il y avait un costume de lapin et un costume de souris. Puis il a dit « Vas-y Carrie, ouvre la porte ». Carrie a ouvert et on a vu l'émerveillement dans son regard, l'enthousiasme, la joie. La science-fiction, en tant que genre, a toujours véhiculé un message social, politique, culturel, généralement figurant dans les histoires écrites. Il ne s'agit pas d'un monde normal, mais ça traite de sujets auxquels on est confronté dans notre monde. Voilà le terrain sur lequel la science-fiction joue. I've seen it twice. Have you? And cried both times. I think it's a very emotional experience, very beautiful one. I think it's probably the most important film of the last 20 years. C'est un film écrit par un réalisateur et scénariste en quête de sens dans sa vie. Il est très introspectif de nature. Je crois qu'il avait besoin de faire un film qui réponde en quelque sorte à la question « Quel est le sens de la vie ?» D'une certaine façon, le sujet du film n'est pas les extraterrestres. C'est en fait un film sur nous. Qu'est-ce que ça nous ferait d'apprendre qu'il existe une vie plus importante que la nôtre? Que ferions-nous? Serions-nous prêts à faire comme Richard Dreyfuss? Sommes-nous meilleurs que Roy? Ou bien Roy est-il une version améliorée de nous?
Vous avez créé un genre de spiritualité ou de religion alternative. Oui, une civilisation infiniment supérieure va trouver ce qu'il y a de meilleur en vous et le faire ressortir. Et vous donnerez le meilleur de vous-même, ce que Lincoln appelle les meilleurs anges de notre nature. Exactement. C'est ce que permet la bonté. Le bien ne motive pas le mal. Le bien génère au contraire le meilleur. Bien sûr. Et je me disais que c'était l'effet de la science-fiction. Je pense que l'une des choses les plus importantes pour les cinéastes qui, comme nous, sont attirés par le type d'histoire qui suscite à la fois crainte et émerveillement, c'est de rester enfant. Ça nécessite entre autres de lutter contre notre tendance naturelle au cynisme dans tous les domaines. C'est une bataille. Oui. Et ça continue à être une lutte pour moi, de chercher à voir le bon côté des choses. Plus que n'importe quel autre genre, la science-fiction est une interrogation. Que se passerait-il si on se réveillait demain et que des vaisseaux spatiaux plus grands que nos villes planaient au-dessus de nous? Les catastrophes à base de méchants extraterrestres sont sympas, parce qu'elles nous permettent de vivre par procuration nos peurs, d'être anéantis tout en mangeant tranquillement du pop-corn. Un film d'invasion extraterrestre est une métaphore pour le côté le plus sombre de l'homme. L'invasion d'extraterrestres qui détruisent notre planète nous représente, nous, en train de détruire notre planète. L'une de mes histoires préférées d'invasion extraterrestre est un épisode classique de la 4e dimension intitulé « Comment servir l'homme ». Ils arrivent et les humains leur demandent « Pourquoi êtes-vous ici ?» Ils répondent « On veut vous servir ». Plus tard, les humains entrent en douce dans le vaisseau et y trouvent un livre. Finalement, ils découvrent que c'est un livre de cuisine. Je crois qu'on utilise les extraterrestres pour représenter nos rêves, nos souhaits, nos désirs, ce qu'on aimerait être. Mais la plupart du temps, on se sert d'eux pour illustrer notre peur de l'inconnu. Du coup, on voit tous ces extraterrestres envahir la Terre. Independence Day retranscrit vraiment tout ce dont je rêvais quand j'étais petit. Ce que j'ai voulu faire, c'est introduire dans la science-fiction un type ordinaire qui n'est pas vraiment content que sa planète soit envahie. Il fallait qu'il y ait un moment où on pense avoir affaire à un ennemi hors de notre portée. À l'époque, la Maison-Blanche était une image de puissance. L'explosion de la Maison-Blanche était toujours remise en question. C'était dans le script et il s'agissait pour nous d'images importantes dans le film. Mais le studio était fébrile. Ils m'ont dit « Roland, tu es allemand, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas faire exploser la Maison-Blanche. » Et Roland a répondu « Vous voulez dire que ce serait controversé et que tout le monde parlerait du film? En quoi c'est mal ?» Donc oui, c'est resté dans le film. On essayait de traduire un sentiment d'impuissance. Personne ne pensait à l'époque que des sites majeurs allaient exploser. C'était avant le 11 septembre. L'image de la Maison-Blanche en train d'exploser était le point critique du film. Je me souviens que j'étais au cinéma, assis 2 rangées derrière un type. Quand la Maison-Blanche a explosé, il a dit « Ah non, non, ça craint, ça craint, ça craint. Ah, sérieux là, ça craint, ça craint. » Independence Day fait allusion à beaucoup d'œuvres de science-fiction classiques pour plaire aux fans, mais aussi pour donner aux spectateurs des repères pour l'interprétation. Ça va de HAL, l'ordinateur, au nuage qui dissimule le vaisseau dans Rencontre du troisième type. On a ajouté une réplique à Jeff Goldblum quand il s'échappe du vaisseau. Elle provient de Jurassic Park. Le virus informatique est un clin d'œil à la guerre des mondes, dans lequel un véritable virus tue les extraterrestres. On ne peut pas faire un film sur une invasion extraterrestre sans rendre hommage à la guerre des mondes. C'est l'ancêtre de tous les films d'invasion extraterrestre. But in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and surely drew their plans against us. Hello, I'm Orson Welles, and I've been quoting from another Welles, no relation, H.G. Wells, the distinguished novelist, historian, prophet, who was also the great master of science fiction.
H.G. Wells était un écrivain britannique du début du XXe siècle et l'un des pionniers parmi les auteurs de science-fiction. C'était aussi un journaliste scientifique très doué qui s'est servi de la science-fiction pour explorer ce qu'il considérait comme des idées importantes. Mr. Wells, have you any solution for the very unhappy state of affairs that is facing the world today? It seems to me that many things besides the pound are threatened with collapse. Je pense qu'avec la guerre des mondes, Wells souhaitait nous amener à une confrontation avec nous-mêmes. Que se passe-t-il si une société ou une civilisation dotée d'une technologie et d'armes supérieures décide de remplacer une civilisation moins avancée? Il écrivait dans les années 1890 quand la Grande-Bretagne faisait exactement ça en Inde et partout dans le monde. Et il posait la question, qu'est-ce que ça fait quand ça vous arrive à vous? La guerre des mondes est une histoire d'invasion extraterrestre absolument géniale. On peut en retirer les anciennes peurs et les remplacer par les nouvelles peurs qu'on éprouve maintenant. En 1938, Orson Welles met ça en application face à la menace du nazisme et à la guerre imminente. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Dans les années 50, on a la menace atomique. Les extraterrestres représentent alors ce qui se passerait en cas de destruction nucléaire. Plus tard, la version de Steven Spielberg de la guerre des mondes est plus un film catastrophe empreint du 11 septembre. Je n'aurais pas fait la guerre des mondes s'il n'y avait pas eu le 11 septembre. Ce film fait écho au 11 septembre, un événement marquant de la culture américaine et de l'histoire mondiale du terrorisme. Et tout à fait. L'Amérique n'a pas l'habitude d'être attaquée. La dernière fois qu'il y avait eu une telle attaque remontait à Pearl Harbor. Et vous avez réussi à en faire un drame familial qui rassemble tout le monde. Alors on s'est dit, il faut que ce soit l'histoire d'un père célibataire qui ne s'intéresse pas trop à ses enfants. Oui. Et cet événement doit le pousser à aimer ses enfants plus qu'il ne s'est jamais aimé lui-même. Je vois. C'est devenu le noyau du film. Cette idée des dangers d'une rencontre que H.G. Wells a lancée dans son roman La guerre des mondes nous fascine depuis toujours. L'idée que tout ce que nous connaissons pourrait être détruit en un instant. Et plus tard, Hollywood a joué là-dessus dans la science-fiction, avec beaucoup de films dans lesquels les extraterrestres viennent nous détruire, soit ouvertement et de façon grandiloquente, soit comme dans l'invasion des profanateurs de sépultures, d'une façon beaucoup plus subtile et subversive. L'invasion des profanateurs de sépultures est bien plus effrayante qu'une bataille contre les extraterrestres qui débarquent comme dans la guerre des mondes. Parce que là, on ne sait pas vraiment qui est un extraterrestre et qui n'en est pas un. L'invasion des profanateurs de sépultures est l'histoire d'un complot. Les gens sont remplacés par des extraterrestres venus de l'espace qui créent de nouvelles versions d'eux dans des cosses pour prendre leur apparence. Mais il manque quelque chose. Ils ne sont pas dotés de l'individualité ou d'une espèce d'étincelle d'humanité qui nous rend, comme par magie, humains. On est en 1956 et bien sûr un parallèle a été dressé entre le film et la menace du communisme. Le même genre d'idéologie règne. Tout le monde doit être pareil. À l'époque, on parlait de conformité latente. Qui n'a jamais ressenti ça? Vous êtes en train de parler avec une personne et elle n'est pas elle-même. Vous la regardez et vous lui dites « Tu n'es pas la personne que je connais. On t'a remplacé. » C'est métaphorique. Veut-on vraiment avoir des sentiments ou pas? Préférerait-on traverser la vie dans une espèce de flou, sans véritable expression de soi? La science-fiction nous permet d'affronter la peur, la terreur et les mécanismes inconscients, sans que ça nous touche de trop près. C'est une métaphore puissante et un terrible avertissement. They're coming! Listen to me! You're next, we're in danger! Please, listen to me! Something terrible! They're already here! You're next! Considérez-vous comme acquis que les extraterrestres existent ou attendez-vous de voir? Pour moi, si on se fie aux statistiques, qu'on considère les travaux de Carl Sagan sur les mathématiques derrière la vie sur d'autres planètes,
La conclusion est que oui, il y a eu des civilisations, une vie intelligente quelque part. Mais je pense aussi que l'une des choses les plus difficiles à savoir, en ce qui concerne notre place dans l'univers, c'est si on est censé établir un contact avec d'autres planètes ou d'autres civilisations qui sont si lointaines. There is some chance that in the next few decades we will get a signal from some spectacularly distant, spectacularly exotic civilization, and everything on Earth will, as a consequence, change. Carl Sagan était tellement obsédé par l'idée qu'il y avait de la vie ailleurs qu'il en a écrit une fabuleuse histoire dans Contact. Carl parlait surtout de communication. La façon dont les gens, les espèces, les tribus, les cultures communiquent. C'était son truc. Parce qu'il voulait communiquer avec les étoiles. La communication devient l'un des thèmes les plus importants dans la science-fiction, et en même temps, l'un des plus importants mystères. Dans Solaris de Stanislas Lem, on a affaire à un océan doué de sensations. Dans Star Trek, c'est un nuage. Et dans Les Enfants d'Icare d'Arthur C. Clarke, la communication peut être difficile quand les extraterrestres ressemblent à ça. L'un des meilleurs romans sur la communication extraterrestre de la science-fiction moderne est L'Histoire de ta vie de Ted Chiang, dont l'adaptation est devenue l'un des meilleurs films de science-fiction des dernières années. Premier contact. J'ai vraiment adoré Premier Contact, parce que ça traite avant tout de la communication et de la fréquence à laquelle elle est abandonnée avant de pouvoir fonctionner. C'est très impressionniste. C'est très difficile de retranscrire ça à l'écran. Ça a suscité des défis uniques qu'ils ont relevés avec brio. Dans le récit original de Ted Chiang, L'Histoire de ta vie, nous sommes contactés par une race extraterrestre, les heptapodes, qui semblent vouloir échanger des informations avec nous. L'une des choses que je voulais faire dans mon histoire, et que je n'avais pas vu dans beaucoup d'œuvres de science-fiction, était de vraiment décrire l'apprentissage d'un langage extraterrestre et la difficulté à comprendre son vocabulaire et sa grammaire. Quel est notre but sur Terre? C'est la question à laquelle on essaye de tous répondre. Et franchir cette barrière de la langue pourrait faire la différence entre la fin de la Terre et l'émergence d'une nouvelle idée. La différence entre outils et armes devient cruciale. Il s'avère que ce qu'ils veulent dire n'est pas du tout arme, mais outil. Il s'agit en fait d'un cadeau, et ce cadeau est leur langage. Ce n'est pas une histoire d'invasion extraterrestre, mais une histoire sur la communication, sur deux espèces qui essaient d'établir des liens. La clé est que ce n'est pas linéaire. Il n'y a ni début ni fin. Tous les éléments sont là, et on les voit immédiatement comme un tout. On voit toute sa vie dévoilée devant soi. Plus elle comprend leur langue, plus elle comprend leur conscience. Et comme cette dernière transcende le temps, elle commence à se souvenir du futur. Les extraterrestres dans Premier Contact permettent de parler d'un fonctionnement cognitif totalement différent, d'autres façons de penser et de voir l'univers. On retrouve l'éternelle question du rapport entre le langage et la pensée. L'influence-t-il? I was doing some reading about this idea that if you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain. Ce film fait référence à l'hypothèse de Sapir-Whorf, selon laquelle le langage crée des habitudes linguistiques dont découlent des habitudes de pensée. Donc, votre langage influence vos façons de penser et votre perception du monde. Reste à savoir à quel point. Je crois que notre langage influence et façonne vraiment notre réalité. La façon dont le langage des heptapodes remodèle l'expérience du temps de Louise en est un exemple extrême.
Mais je suis convaincu que le langage qu'on recycle en permanence dans notre monde façonne notre réalité et peut nous emprisonner. Ce que je trouve beau à la fin de Premier Contact, c'est que Louise sait que son avenir va lui apporter beaucoup de tristesse et de joie. Si elle tombe amoureuse, qu'elle a un bébé et que ce bébé meurt, elle sait qu'elle va commettre des erreurs qui feront partir son mari. Et malgré tout, elle choisit cette tristesse. C'est l'idée de savoir que ce qu'on va faire engendrera de la tristesse, mais que les moments heureux en vaudront la peine. C'est une très belle idée. Des enfants m'ont demandé d'où vous est venue l'idée de tous ces extraterrestres. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Je leur ai dit, allez à l'aquarium, vous les y verrez. C'est ce que j'ai fait dans Avatar. Je me suis servi de mes plongées. Pour moi, c'est l'une des choses les plus géniales dans Avatar. L'un des plus gros problèmes qu'on rencontre dans les films de science-fiction, et pas dans les livres, c'est qu'il faut créer de toutes pièces un monde qui n'existe pas. C'est très difficile et ça prend beaucoup de temps. C'est vrai. Parce qu'il faut créer quelque chose d'à la fois inhabituel et différent, mais aussi d'assez familier pour qu'on y croie. C'est ça. Au bout d'un moment, ça peut vous griller le cerveau. Mais maintenant qu'on a la technologie numérique, tout est envisageable. Je trouve toujours la morphologie de l'anatomie des extraterrestres intéressante. Les écrivains de science-fiction sont comme des moteurs d'imagination. Parfois, ils ont 4 membres comme nous. D'autres fois, ils ressemblent à une araignée, un choix très répandu, ou encore à une pieuvre ou à un calamar. On compare toujours avec la nature. Mais quand on crée une créature, on cherche à créer un point de référence, d'où on part. Que va évoquer cette créature? Il ne s'agit pas seulement de biologie, mais aussi de notre psychologie. Notre métier est de donner une palpabilité aux créatures afin de susciter la réaction souhaitée, que ce soit de la peur, de la joie, de l'amour ou n'importe quoi. Évidemment, on peut leur donner une apparence très sympathique en les dotant de grands yeux et de grands fronts, les traits mignons des humains modernes. Mais les extraterrestres effrayants semblent toujours être gluants et reptiliens pour susciter le dégoût. Dans la littérature, on peut décrire une créature en termes vagues. Par exemple, H.P. Lovecraft écrivait quelque chose du genre « Je fixais son visage et je ressentis du dégoût ». Mais ce n'est pas une véritable description. En tant que concepteur artistique, on doit donner vie à ça. Je trouve que celui qui a le mieux défini l'importance de l'apparence d'une créature est H.R. Giger, qui a créé le premier xénomorphe. I was industrial designer and it helped me very much to design a creature. Les xénomorphes ont une conception de base fantastique. Ça fait appel à toutes sortes d'images psychosexuelles et relatives à la mort. Il y a leur tête phallique et leur cycle de vie qui débute par le viol. La première fois que j'ai rencontré Ridley Scott, il a sorti un tas de dessins. Ça représente un monde sinistre, semblable à celui d'aucun film que j'avais vu. Je me souviens même avoir pensé, je ne vois pas comment on peut faire un film qui ressemble à ça. Le film de Ridley n'a pas vieilli. Je pense que ça tient pour beaucoup à la force de la conception des extraterrestres par Giger. C'est véritablement l'œuvre de la vie d'un homme que Ridley a pu exploiter à l'écran. Je pense vraiment que vous avez créé le meilleur film d'Alien de l'histoire. La plupart des monstres ne sont pas très réussis. Oui. Ou ce sont des copies de créatures qu'on a déjà vues. Certains films ont été gâchés en montrant leurs monstres. Dans Les Dents de la Mer, Steven a limité le requin à 2 ou 3 images, c'est tout. J'ai dit, notre plus grand défi sera de faire en sorte que ça marche, parce que je n'ai pas le numérique. Vous n'aviez pas tout ça à l'époque. Mais dans ce film, le monstre est présent. Il fallait qu'on le voie. Vous avez fait ça avec votre regard et votre goût. Et vous avez reconnu la valeur du biomécanoïde psychosexuel de Hans Ruedi Giger. Oui, tout est parti d'une image dans le Necronomicon. Le livre de Giger. C'est le profil. This is the painting, the alien that Ridley Scott wanted to have for his film. C'était comme s'il me montrait une carte postale cochonne. Il m'a dit, regarde ça, et j'ai fait ça alors. Oui. Ensuite, la personne qui l'a dessiné était mal à l'aise parce que c'était osé. J'ai dit, si c'est osé, c'est bien.
Ce qui est gênant et osé, ce qui dérange sur le plan sexuel est très bon. On joue sur la peur. Exactement. Le film est basé sur l'évolution de la peur. La plupart des xénomorphes ont à la fois des caractéristiques sexuelles masculines et féminines. C'est terrifiant pour nous parce que l'une des façons dont on essaie de comprendre ce qui est monstrueux et différent est d'essayer de le définir en fonction de notre propre compréhension de l'existence. Or, nous envisageons essentiellement l'humanité en termes de genre. C'est la première question qu'on pose quand un bébé naît. Le problème avec les extraterrestres est qu'en mêlant les deux genres, ils deviennent incompréhensibles, donc incontrôlables. Now, put your hands on the dome, like you're stroking it. Remember, like that Giger thing? Ridley a rencontré Badejo Bolaji dans une pub. Il était étudiant en art. Il mesurait près de 2,20 m. Son corps était si beau et exotique qu'il semblait déjà venir d'un autre monde. Les jours où Bolaji venait, on ne traînait pas avec lui. Il représentait l'inconnu. C'est la combinaison d'étrange beauté, d'élégance, de sexe et de violence qui, à mon avis, fait que le xénomorphe est un monstre génial. Pour moi, la beauté de la science-fiction, c'est que même dans le cadre d'un énorme blockbuster de l'été, on peut aborder de sérieuses questions religieuses, politiques ou sociales qui encouragent les gens à s'unir, à communiquer et à évoluer. Chaque fois qu'on arrive à faire ça, je crois qu'on a réussi notre boulot. Les extraterrestres sont les vecteurs de nos culpabilités et de nos peurs relatives au traitement des autres. Pour certaines personnes, c'est plus facile de s'identifier aux extraterrestres qu'aux personnages principaux. Dans District 9, des extraterrestres en panne sur Terre deviennent des réfugiés. Ils se retrouvent coincés au-dessus de la ville de Johannesburg, avec toute son histoire d'apartheid. Et c'est réalisé comme un documentaire. J'ai trouvé ça génial. They're spending so much money to keep them here when they could be spending it on other things, but at least they're keeping them separate from us. And I think they must fix that ship and they must go. Hello, hello. On suit un agent du gouvernement, Vicus. This is Vicus van der Merwe from MNU, and we are here to serve you an eviction notice. On l'oblige à devenir un extraterrestre et à voir ce que ça fait d'être enfermé dans un camp et d'être rejeté de la culture humaine. Il est opprimé. On lui crache dessus. Il devient une expérience du gouvernement. On a tourné à Johannesburg. Les cases dans lesquelles on a filmé étaient de vraies habitations. Tous les habitants des cases autour de nous ont été relogés ailleurs dans la ville. C'est exactement ce qui arrive aux extraterrestres du film. Écrire District 9 avec pour décor l'Afrique du Sud était une évidence. C'était horrible. J'en ai des frissons rien que d'en parler. La xénophobie était à son apogée à l'époque. Les Sud-Africains attaquaient des gens originaires du Zimbabwe qui fuyaient leur pays et venaient chercher du travail. Ils leur mettaient des pneus autour du cou et les brûlaient parce qu'ils leur prenaient leur emploi, à l'endroit même où on allait tourner. C'est ce qui m'a fait le plus réfléchir. De savoir que ce monde et cette histoire que j'avais imaginée existent vraiment. Certains spectateurs vont intégrer que ce que l'on fait subir à des extraterrestres est exactement ce que les humains se font entre eux. Nous sommes nombreux à venir de communautés qui ont été marginalisées. Nous sommes déjà aliénés. La science-fiction devient une arme puissante pour parler de ça, surtout quand elle le fait délibérément. C'est l'histoire d'un oppresseur qui devient l'opprimé. Et en fin de compte, ça raconte comment il acquiert son humanité seulement après avoir cessé d'être humain. Je trouve que c'est ce que fait la bonne science-fiction. Elle soulève ces questions. Qu'est-ce que ça signifie d'être humain? Et est-ce que ceux qu'on appelle extraterrestres sont plus humains que nous? Le meilleur exemple est Avatar. Les humains sont clairement l'espèce envahissante qui colonise, viole, pille et détruit. C'est formulé explicitement. Avatar soulève une question. À quoi ressemblerait l'histoire d'une rencontre extraterrestre si elle était racontée du point de vue des extraterrestres?
Si j'avais appréhendé Neytiri comme une extraterrestre, je n'aurais pas exploité son cœur. Il fallait que je considère les humains comme les créatures étrangères, l'espèce corrompue qui vient pour se servir. L'histoire est simple et a déjà été racontée, on l'a déjà vue, mais j'avais besoin de revisiter le passé. Et ça a été le voyage le plus humble dans lequel je me suis jamais embarquée en tant qu'artiste afin de construire un personnage. Dans le rôle de Grace, j'étais une humaine qui exulte aussi dans son avatar lorsqu'elle vit sur Pandora comme un Na'vi. Jim Cameron a créé Pandora et son peuple, les Na'vi, ainsi qu'une incroyable panoplie d'autres espèces. Et ils vivent dans un monde primitif qui est colonisé par une entreprise, mais pas par un pays. C'est un film percutant parce qu'il reflète la façon dont les humains se sont comportés au fil des siècles, partout dans le monde. Quand on a tourné cette scène, Jim voulait qu'on aille plus loin. On pleurait la chute de l'arbre, mais ce n'était pas assez fort. Ce n'était pas comme si cet arbre était notre oncle, notre grand-parent, notre mère. Cet arbre était une extension de notre corps, et il voulait qu'on voie cette douleur, parce qu'à ce stade, ce que les humains font sur cette planète est mal, et ils ne sont pas les bienvenus. À ce moment de l'histoire, on est tous en partie Na'vi. Cette scène est vraiment le moment où les spectateurs se dissocient complètement des humains. On ne ressent plus aucune sympathie pour eux. Je pense que les auteurs s'essaient à la science-fiction parce que quelque chose les met en colère dans leur culture ou dans leur climat politique. C'est une façon pour eux d'attirer l'attention sur ce qui les énerve. Rencontre du troisième type a mené à E.T. l'extraterrestre, que je considère un peu comme le Rencontre du troisième type 2, en plus intime. Je le vois comme ça aussi. Vous avez repris de nombreux thèmes relatifs à la première rencontre pour en faire un film très centré sur la famille. E.T. n'était pas censé être un film sur un extraterrestre, une histoire sur le divorce de mes parents. Ah oui. J'ai commencé à écrire une histoire, pas vraiment un script, mais une histoire sur ce qu'on ressent quand nos parents séparent la famille en deux et s'installent dans des états différents. Sur le tournage de Rencontre du troisième type, on faisait la scène du petit extraterrestre qui sort du vaisseau mère et signe de la main avec la méthode Kodali à l'intention de François Truffaut. Ça a fait tilt. Je me suis dit, attends un peu, et si cet extraterrestre ne retournait pas dans son vaisseau, s'il restait, ou plutôt s'il se perdait, et qu'il se retrouvait bloqué ici? Que se passerait-il si un enfant de divorcé ou une famille de divorcés avec un immense vide à combler, comblait ce vide avec un nouvel ami extraterrestre? C'est tout à fait ça. L'un de mes souvenirs les plus précis d'un des premiers films d'extraterrestres est E.T., l'extraterrestre, bien sûr, écrit par Melissa Mathison. Elle m'a dit que dans le script original, il ne mourrait pas. Mais quand mon père est mort, elle a été tellement touchée qu'elle s'est dit qu'il fallait qu'elle rajoute ça pour moi. D'une certaine façon, ou pour d'autres enfants qui avaient perdu quelqu'un, et en faire quelque chose de plus profond. Spielberg tenait à ce que E.T. ait l'air aussi empathique que possible, à tel point qu'il a demandé à son créateur, Carlos Rambaldi, de regarder des photos de personnes âgées de la Grande Dépression et d'essayer de comprendre ce qui leur donnait un air empathique, sage et triste. Puis il lui a demandé « Pouvez-vous ajouter à ça un peu d'Albert Einstein ?» Il était très important que E.T. ait un visage qui suscite le respect et l'affection. Bien sûr. Je ne voulais pas d'un petit personnage mignon qui, en débarquant, ferait dire à tous les spectateurs à l'unisson « Oh, c'est la dernière chose que je voulais !» C'est pour ça que les cinéastes doivent parfois ruser quand ils représentent des extraterrestres, en leur donnant des traits proches des humains afin de susciter notre empathie. À la base, j'avais été engagée seulement pour les gros plans. Fabriquer l'appareil de communication, tourner les pages d'un livre, toucher la plante. Et puis le premier soir, il est tombé amoureux de mes mains. Je ne vois pas comment le dire autrement.
Il trouvait que l'association de la créature animatronique et de vraies mains était la formule idéale. Le mouvement des mains était attrayant. On pouvait se concentrer dessus en regardant ce corps bizarre. Et surtout, ça montrait que les humains pouvaient se projeter sur les autres sans conséquences négatives. Le dernier câlin du film est celui que je préfère. C'est là que j'ai pu vraiment serrer Henry dans mes bras. Quand il dit au revoir à E.T., je sanglote vraiment. Il pleure, et moi aussi. C'est ce qui a fait craquer ma sœur. Je ne l'avais pas prévenu qu'il y aurait une fin triste. Ça lui a rappelé la façon dont ma mère nous réconfortait. Elle le faisait comme E.T. réconforte Elliot à la fin, en tapotant et en caressant en même temps. Elle m'a dit que ça l'avait mise dans tous ses états. Il a presque fallu la sortir du cinéma tellement elle pleurait fort. Je vais vous le demander carrément. Pensez-vous maintenant, avec votre expérience et votre vision du monde, que les extraterrestres existent? Je voulais y croire. Je pensais que j'avais mérité de voir un ovni. J'ai fait E.T. rencontre du troisième type. Dieu sait que j'ai attendu d'avoir une vision. Ça n'est jamais arrivé. J'ai rencontré des centaines de gens qui en ont eu. Vous savez qu'ils veulent rester loin de vous? Ils m'évitent. Parce qu'ils ne veulent pas alimenter le mythe selon lequel vous êtes le précurseur d'une invasion extraterrestre. J'ai entendu parler de ce mythe. Je sais, c'est dingue. Et que vous faites exprès de nous amadouer depuis des décennies. Écoutez, je me tiens à l'écart des requins. Mais je ne veux pas me tenir à l'écart des ovnis. Et pourtant, je n'en ai encore jamais vu. En tant qu'écrivain de science-fiction, ce n'est pas un problème. C'était un lieu très touristique pour les ovnis. Et puis ils sont partis. Mais ils se sont rendus compte qu'on les photographiait trop, alors ils l'ont banni. Je pourrais presque y croire. Ça m'aiderait à croire que les extraterrestres sont bienvenus ici à un moment donné. C'est un super endroit pour une virée. Merci mon ami. Merci à vous. Merci. Je me dis souvent que l'espace est tout ce qu'on veut qu'il soit. C'est le grand inconnu sur lequel on peut projeter notre imagination, nos idées, notre sociologie. Il peut nous servir d'excuse pour créer une culture complètement différente, où on peut l'aborder tel quel, comme un problème à résoudre. Oui. Pour moi, en ce qui concerne la science-fiction dans l'espace, il y a d'un côté les films très centrés sur la technologie, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, et de l'autre, les films dans lesquels l'espace permet une totale liberté de l'imagination. Il y a deux choses. Quelle que soit l'orientation, que ce soit 2001, l'Odyssée de l'espace ou la guerre des étoiles, ce sont des aventures. Le croque-mitaine est l'inconnu. Exact. Le truc avec les humains, c'est qu'on a de l'imagination. Le ciel nocturne a toujours été un grand mystère. D'une part, c'est terrifiant parce que si on sort, on se fait manger. Mais d'autre part, il y a des choses là-haut. Les étoiles, les planètes, et tout ça doit avoir un sens. Vous voulez dire qu'il y a une attraction primitive? Et l'homme est doté de curiosité. La curiosité et l'imagination, ça donne des histoires. Donc vous dites qu'il y a un lien mystique? Il y a un lien mystique avec le ciel, les étoiles et le reste. Tout ça est en contact direct avec nous. N'est-ce pas ce qu'on essaie de faire dans nos films? Saisir un peu de cette fascination et la retranscrire sur un écran de cinéma pour qu'on ressente ce que ça pourrait faire d'aller là-bas? Ce qu'Alfonso Cuarón fait avec la caméra au début de Gravity, c'est un très long plan sur lequel on voit George Clooney et Sandra Bullock flotter dans l'espace. Puis des images qui montrent à quel point un humain est petit devant la planète entière. Et enfin, la caméra tourne et on réalise à quel point l'humain est petit face à l'immensité de l'univers. Ce film a vraiment embarqué les spectateurs dans l'espace. Il leur a montré non seulement à quoi ressemblait la vue, mais aussi ce qu'elle faisait ressentir. C'était très important pour moi de pouvoir partager ça, parce que la vue est inimaginable. C'est tellement clair et pur. Ça fait presque mal aux yeux tellement les contours sont nets. Et c'est énorme. So what do you like about being up here? Quand je vivais dans la station spatiale, mon petit frère a rencontré le beau-frère de Sandra Bullock.
Il lui a dit « Ma belle-sœur est en train de faire un film. Peut-être que votre sœur pourrait parler avec elle. » Mon frère a répondu « Elle est là-haut depuis 2 mois avec 5 gars, et à mon avis, elle adorerait parler avec Sandra Bullock. » How you feeling? Like a chihuahua that's being tumble-dried. Elle voulait savoir, par exemple, comment se passait mon réveil le matin, ce qui était compliqué, ce qui était facile. Tout ça pour comprendre comment elle pouvait rendre l'espace réaliste. J'ai trouvé que Sandra avait l'air de savoir ce qu'elle faisait. On n'aurait pas dit une débutante. Le voyage dans l'espace est un thème de science-fiction depuis très longtemps. C'est fantastique de voir les efforts déployés par les premiers auteurs de science-fiction, rien que pour emmener un engin spatial de la Terre à la Lune. Georges Méliès était à la base un magicien qui s'était pris de la toute nouvelle forme d'art qu'était la cinématographie. Et non seulement il a inventé le film de science-fiction, il a aussi en grande partie inventé les effets spéciaux. Et son œuvre s'inspirait des 2 géants de la science-fiction à l'époque, H.G. Wells et Jules Verne. Jules Verne a fourni l'intrigue de la première moitié du film avec De la Terre à la Lune. La deuxième partie est inspirée du roman Les premiers hommes dans la Lune de H.G. Wells. Les premières représentations du voyage dans l'espace montrent des personnages qui se déplacent librement, qui ouvrent la porte et marchent dans l'espace sans problème. Mais en 2 décennies, les choses ont évolué rapidement dans les représentations cinématographiques de l'espace et des voyages dans l'espace. Dès le début des années 20, il y a des films comme La femme sur la Lune de Fritz Lang, dans lequel les personnages sont attachés à leur siège. Et lorsque l'engin décolle, ils ressentent la pression de la force gravitationnelle dans leur poitrine et ont du mal à respirer. Et puis, il y a des écrivains qui ont travaillé pour Campbell Jr. quand il a commencé à éditer le magazine Astounding Science Fiction. Il devait se conformer à des critères de vraisemblance scientifique. C'est là qu'on a commencé à avoir des aventures réalistes et crédibles. Tell us about this trip to the moon. Do you think this is possible? Oh, yes, it's quite possible. We're here, aren't we? Not only are we here, but it can be done. It can be done as soon as anyone is willing to put the bill to do it. Robert Heinlein était le gourou de la hard science-fiction, mais je pense qu'avant ça, et au-delà de ça, il était le gourou de la science-fiction logique. Il posait la question classique de la hard science-fiction. Comment fait-on? Comment résout-on ce problème? Aujourd'hui encore, c'est un thème clé de la science-fiction. Les Quaron ont voulu recréer le bon, la brute et le truand du voyage dans l'espace. J'ai discuté avec eux du syndrome de Kessler. Un satellite détruit crée des débris qui provoquent la destruction d'autres satellites, ce qui augmente la quantité de débris. Ils sont un vrai problème pour n'importe quel engin qui voyage en orbite terrestre basse aujourd'hui. À la vitesse à laquelle les débris peuvent se déplacer, un petit objet comme un boulon peut vous heurter avec l'énergie cinétique d'un tir d'obus. Le film Gravity est attrayant visuellement parce qu'il recrée vraiment la dynamique impitoyable qui fait que le moindre petit pas dans la mauvaise direction risque d'entraîner toute une série d'événements. Et ça ne tient qu'à ça. La seule grosse erreur qu'ils ont faite dans ce film, c'est que si on était à leur place dans une station spatiale, on ne laisserait jamais partir George Clooney. L'univers est plein de mystères. On ne sait rien, c'est tout ce dont je suis sûr. Mais il faut qu'on arrive à sortir de notre système solaire et à aller dans un autre. Oui, mais d'après Einstein, on ne peut pas voyager plus vite que la vitesse de la lumière. La science-fiction nous dit, au fond, qu'il n'y a pas de limite. C'est vrai. Sortez des sentiers battus, rejetez tout ça et dites « je peux faire tout ce que je veux ». Vous serez dans un univers entièrement différent. On oublie parfois que l'espace est à l'échelle du cosmos. Voyager dans le reste de l'univers prendrait des dizaines, des milliers d'années avec les technologies actuelles. La raison pour laquelle on mesure en années-lumière, c'est parce que ça prend du temps pour que la vitesse de la lumière parcourt de telles distances.
Aller plus vite que la vitesse de la lumière est le saint graal du voyage spatial. En ce moment, on a recours à ce qu'on appelle les balloniums, des trucs qu'on invente pour faire fonctionner l'histoire. C'est différent de la tactique du endoavium, la façon dont on distrait le lecteur ou le spectateur et qui n'est pas de l'unobtainium, mais avec le bon ballonium, on peut dépasser la vitesse de la lumière. C'est une limite parfaite pour un artiste. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Comment contourner ça pour explorer l'univers? Les écrivains de science-fiction se sont dit, on va devoir créer une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. I'm not sure what's wrong here. Is the parking brake on? Compressor. Avec cette vitesse, la science-fiction se lance dans une ère d'exploration. Planète Interdite est l'un des rares films de science-fiction à gros budget datant d'une époque à laquelle la plupart des films de science-fiction faisaient ringard. On y retrouve aisément beaucoup de choses que la science-fiction a repris directement ou dont elle s'est inspirée plus tard, en particulier Star Trek. Le vaisseau de Planète Interdite ressemble beaucoup à la partie sous-coupe de l'Enterprise. Des disques sur lesquels ils se tiennent se retrouvent dans le téléporteur. On dirait vraiment que les créateurs de Star Trek ont trouvé que c'était un beau film. En revanche, Planète Interdite est moins multiethnique, d'où la singularité de Star Trek. L'intérêt de Star Trek est d'avoir introduit l'espace dans les salons des Américains et des gens partout dans le monde. Cette série a rendu l'espace accessible. Star Trek était une vision humaniste classique d'un avenir utopique de liberté et de tolérance. Gene Roddenberry a dit qu'il voulait créer une série qui se passe entièrement dans l'espace et qui aborde toutes les idées plus faciles à traiter dans la science-fiction que dans la fiction réaliste dans les années 60. On pouvait aborder des sujets à controverse sans soulever de polémique parce qu'ils étaient mis à distance. Il ne s'agissait pas de nous ni de notre société. On voulait parler du racisme et du sexisme qui sévissaient à l'époque. Et je pense que ça a ouvert la porte à un monde extraterrestre au sujet duquel les gens pouvaient dire « Oh oui, je comprends ». Ça nous donnait aussi plein d'opportunités d'aborder des choses qui se passaient ici, sur Terre. This is no game, Captain. 500,000 people have just been killed. Dans un épisode intitulé « Échec et diplomatie », deux planètes s'affrontent dans une guerre virtuelle. Computers, Captain. They fight their war with computers, totally. Computers don't kill 500,000 people. Deaths have been registered. Of course, they have 24 hours to report. To report? To our disintegration machines. Tout à la fin, Kirk dit We're human beings with the blood of a million savage years on our hands. But we can stop it. We can admit that we're killers, but we're not going to kill today. Toutes ces différentes histoires comportaient un message social caché. Gene et les scénaristes savaient ce qu'ils faisaient. Star Trek était une façon de dire « on peut mieux faire ». Les choses n'ont pas forcément à être telles qu'elles sont. What about the cast of the show? I'm told that NBC only wanted white males on the bridge, no women, no blacks. When I brought in a mixed racial crew, both the network and Desilu Studios, which had it at that time, came in saying, what are you doing? You're going to ruin us. Je peux vous dire ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai vu Star Trek. Avant Star Trek, il n'y avait pas de gens de couleur dans le futur. On n'existait nulle part. Et Gene Roddenberry a créé un groupe dans lequel une belle femme noire, pas une nourrice, était chargée des communications. Captain, I'm picking up a subspace distress call. Priority channel. It's from Space Station K7. La voir occuper ce poste, pour moi, était extraordinaire. C'est pour ça que je suis allé vers Gene pour faire Star Trek, la nouvelle génération. Grâce à ce que Nichelle Nichols m'avait montré, c'est-à-dire que j'avais un avenir dans le monde. What about you? You speak Romulan, Cadet? Uhura. All 3 dialects, sir. Le jour où j'ai rencontré Nichelle Nichols, j'étais très intimidée.
parce que c'était la première fois que je succédais à quelqu'un. Et elle ne m'a absolument pas jugée. Au contraire, elle m'a transmis le flambeau et elle m'a dit « à ton tour de courir avec ». Ce que Star Trek donne surtout aux gens, c'est de l'espoir. Ce que j'ai retiré de la série originale, c'est l'amour que l'humanité est capable d'avoir. Même si ça se passe à une époque qu'ils n'identifieront ou ne connaîtront jamais, cette quête est tangible. Live long and prosper, Spock. Live long and prosper. On ne peut pas négliger l'importance culturelle de la franchise Star Trek. À ce jour, il y a eu 7 séries différentes, 13 films et des centaines de novélisations, des bandes dessinées, des jeux de société, des jeux vidéo, des déguisements. Les fans adorent parce que ça suggère des possibilités de rencontres dans l'espace et qu'on apprendra les uns des autres. Le message le plus fort de Star Trek pour moi est l'idée qu'en allant dans l'univers, on laisse nos vieux problèmes derrière nous et qu'on devient meilleur grâce à l'entraide et à la croyance en un ensemble de valeurs. C'est une vision très romantique, très idéaliste. Mais c'est un univers dans lequel je veux aller vivre. Je veux monter à bord de ce vaisseau et faire partie de la Fédération. 2001, l'Odyssée de l'espace est pour moi le meilleur film de science-fiction jamais réalisé. C'est le voyage dans l'espace par excellence. Oui. Et il est magnifique. Le montage est impeccable. Le vaisseau Discovery qui survole la Terre est le précurseur du plan d'ouverture de Star Wars. Oui. Ça a marqué tout le monde, moi y compris. 2001, l'Odyssée de l'espace a sûrement eu plus d'influence sur moi que je ne le pense. Mais en même temps, j'ai vraiment été emballé par ce film. Il est génial. 2001, l'Odyssée de l'espace a proposé un tableau plus grand et plus intéressant dans le domaine du voyage dans l'espace que tout ce qui avait été fait avant. Tout était crédible, même si les mâchoires nous en tombaient de stupéfaction. Tout était empreint de réel. C'était incontestablement le film de science-fiction le plus précis entre Arthur C. Clarke, l'écrivain de science-fiction, et Stanley Kubrick, le cinéaste visionnaire qui s'est dit « Cette image est tout ce dont on a besoin. Laissons les spectateurs décider par eux-mêmes. » En ce sens, tout était surprenant et avait un effet visuel d'une importance incroyable. Il n'y a pas que l'aspect de la réalisation, mais aussi le côté « allons dans l'espace ». Il y a ça aussi. Maintenant, on a la réalité pour nous aider. C'est pour ça que Mars devient plus à la mode. Mais il faut qu'on arrive à dire aux gens, c'est une aventure amusante. Je devais avoir 11 ans quand j'ai vu La Guerre des Étoiles pour la première fois. Ça a été la plus belle expérience de ma vie. Mon esprit était à la recherche de réponses et de connaissances du monde. J'avais soif d'aventure. J'ai regardé La Guerre des Étoiles et j'ai tout de suite voulu vivre dans ce monde. Je cours après La Guerre des Étoiles depuis le début de ma carrière. Star Wars est un jalon dans l'histoire des films de science-fiction sur l'espace parce qu'il a montré la joie et l'aventure de voyager de planète en planète. Et on voulait tous rejoindre les héros. On a construit les caméras, les imprimantes optiques et les miniatures sous un même toit, ce qui était inhabituel. On pouvait fabriquer du métal, faire de l'usinage, de la chimie pour les explosions. Il y avait tout un tas de choses nouvelles. Le premier plan du film était en quelque sorte la pierre angulaire. Il allait déterminer si ça fonctionnerait ou pas. Il comportait une réplique miniature du destroyer stellaire d'1 mètre de long. Quand on l'a vu, tout le monde a fait « Wow, c'est génial !» C'est un plan impressionnant. En tant que spectateur, on est soudain assommé par le potentiel de l'espace et de ce film. C'était révolutionnaire. On avait vraiment l'impression d'être là. Et que le vaisseau arrivait au-dessus. C'était une expérience mémorable.
Parlez-nous des influences qui ont joué dans la création de Star Wars. Même si ce film semble être sorti tout droit de votre imagination, il a des racines que toute la communauté de la science-fiction connaît. Rien de ce monde n'apparaît entièrement dans la tête de quelqu'un. Il y a une accumulation de toutes les choses qu'on a vues. Et quand on régurgite tout ça pour faire sa propre création, on reprend les meilleures parties. Le résumé est inspiré de Flash Gordon. Il se déroule à l'écran de la même façon et la disposition du texte est identique. Même les points de suspension sont repris. Et il était aussi très influencé par les films d'Akira Kurosawa. Concernant les films de cowboys, Lucas était très influencé par La prisonnière du désert, de John Ford, qui contient une scène très semblable à celle dans laquelle l'oncle Owen et la tante Beru sont assassinés. Ça a beaucoup alimenté l'idée que Star Wars était un western de l'espace. L'un des éléments essentiels dans la guerre des étoiles était ce sentiment d'adrénaline et l'idée de la trajectoire dans l'espace. Ça prenait aux tripes. On avait cette sensation d'adrénaline. Plus on se rapproche de quelque chose à grande vitesse, plus on a l'impression que ça va vite. C'était l'idée derrière la tranchée de l'étoile de la mort. Mettons-les dans un espace qui se déroule à une vitesse extrême pour procurer les mêmes sensations que si on y était vraiment. Il y a énormément de plans géniaux dans la guerre des étoiles. Mais il y en a un qui me rend un peu triste. C'est celui dans lequel Luke voit les deux couchers de soleil. Ça rappelle un peu la mélancolie de la chanson Somewhere Over the Rainbow. C'est un plan qui me parle, à moi qui ai passé mon adolescence au Texas. Et n'importe quel jeune peut s'y retrouver. Ce questionnement, qu'est-ce qui m'attend et comment je dois faire? Il y a un désir ardent qui fait que cette histoire de l'espace semble nous arriver à nous. À la base, j'ai fait la guerre des étoiles pour des enfants de 12 ans, même si ça plaît à tout le monde. On a tous eu 12 ans un jour. Et je dis aux gens, ne sous-estimez pas les enfants de 12 ans, ils sont plus intelligents que nous. Pas faux. Ils comprennent les choses bien plus vite que vous. Oui. Le but était de leur permettre de se servir de leur imagination. Tout est subjectif et onirique. Qui a dit que les Wookiees ne pouvaient pas piloter? Moi, j'ai décidé qu'ils pouvaient. Oui. Je me suis dit, je ne vais pas obéir aux règles. Si on peut l'imaginer, on peut le faire. Si on ne peut pas l'imaginer, c'est impossible, parce que... C'est la prison de votre esprit. C'est elle qui vous permet de faire ce que vous voulez. Vous pouvez en profiter et inventer des choses dingues. Comme Chewbacca. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de Wookiees dans l'espace. Qui sait? Vous avez révolutionné à vous seul la science-fiction dans la culture populaire avec Star Wars en 1977. Parce que depuis 30 ans, c'était déprimant. Avec des fictions dystopiques et apocalyptiques, la science-fiction rapportait de moins en moins d'argent chaque année. Et soudain, vous êtes arrivé avec une autre vision, qui mêlait l'émerveillement, l'espoir et l'émancipation. Et boum! La guerre des étoiles est un space opéra. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est en réalité tout simplement un soap opéra qui se déroule dans l'espace. Non, c'est plus que ça, et vous le savez. D'accord, d'accord. C'est un néomythe. Mais, oui. Ça remplit le rôle autrefois joué par les mythes dans la société. Oui, c'est de la mythologie. Mais vous avez amené ça à un autre niveau. Aucun film, à ma connaissance, n'avait eu l'idée d'un futur qui avait déjà servi. Le futur était toujours tout brillant, comme un cadeau de Noël qui n'avait pas encore été déballé. C'était un idéal optimiste. Et vous avez dit, non, il faut que le futur ait été habité pendant des milliers d'années. Donc le char des sables est rouillé et tout est un peu abîmé. Et ça donne l'impression qu'on y a vécu. D'où vous est venue cette idée? Il n'y avait pas de précurseur. Je voulais que ça ressemble à un endroit réel. La transition du voyage dans l'espace en science-fiction des années 60 aux années 70 reflète probablement un changement culturel important à cette époque-là. Le cynisme généralisé des années 70 a contaminé la vision de l'avenir. Et on se dit, même si on va dans l'espace, les grandes entreprises vont sûrement encore tout gâcher. Du coup, ça donne des films comme Alien.
L'engin spatial semble avoir été mis à rude épreuve. Il y a des fuites, de la vapeur sort des tuyaux cassés. C'est crasseux et c'est un sacré bazar. Look, I'm not gonna do any more work. We get this straightened out. Brett, you're guaranteed by law to get a share. Je pense que ce n'est pas par hasard si dans un grand nombre de ces films, c'est le complexe militaro-industriel qui est le véritable monstre dans l'espace. Dès que les humains débarquent dans des terres qui leur sont inconnues, tous les problèmes habituels qui existent dans nos sociétés sont transposés dans ces autres mondes. Il va donc y avoir des problèmes de travail, des environnements dangereux pour les travailleurs, en toutes sortes de choses qui reflètent ce qui pourrait être la réalité de l'exploration de l'espace. À un moment donné, il faudrait forcément impliquer les entreprises. À un moment donné, le gouvernement devrait peut-être prendre le pouvoir. Et ça donne une société militarisée comme celle de Starship Troopers. We break net now and take you live to Klendathu, where the invasion has begun. It's an ugly planet! A bum planet! Un jour, j'ai demandé à Paul Verhoeven « Quel genre de film voudriez-vous faire ?» Il m'a répondu « J'ai toujours eu envie de faire un film montrant ce que ça faisait d'avoir 15 ans dans l'Allemagne nazie en 1935, quand personne ne savait encore que c'était mal. » J'ai trouvé l'idée intéressante. Cette idée m'est venue parce que j'avais été un jeune garçon dans la Hollande occupée par les Allemands, en plein fascisme bien sûr, ou nazisme si vous préférez. Je me souviens lui avoir dit « On ne nous laissera pas faire ça ». Mais ensuite je me suis dit « Starship Troopers, ça on peut le faire ». Je me suis inspiré du livre de Robert Heinlein, qui est en fait un genre de pamphlet politique assez conservateur, dans lequel il affirme que si les gens qui avaient été dans l'armée dirigeaient le monde, ce ne serait que juste. Il pensait vraiment que le genre de mentalité encouragé par l'armée américaine était extrêmement important pour faire des garçons des hommes. Starship Troopers est un film de science-fiction important parce qu'il fait partie des rares films qui nous préviennent que les humains pourraient apporter le pire d'eux-mêmes dans l'espace plutôt que le meilleur. On s'est efforcé d'apporter un regard critique sur ce que ces gens font, en particulier dans les films d'actualité, qui répètent sans arrêt aux spectateurs « Vous aimez ces gens, ce sont vos héros et vos héroïnes. Au fait, ils sont sûrement fascistes. » Ce qui est fascinant au sujet de ces films d'actualité patriote, c'est qu'ils sont au plan près similaires à ceux du triomphe de la volonté. Je voulais faire un film sur la guerre et la propagande, et sur les raisons qui nous poussent à faire la guerre, et ce qui nous arrive quand on le fait. Mais je voulais le raconter presque comme dans un film de série B des années 50. Mon point d'ancrage dans Starship Troopers, c'est Troy Donahue et Sandra Dee qui partent dans l'espace, combattre des insectes géants et deviennent nazis. Dans l'histoire de l'humanité, l'exploration est suivie de la colonisation et de l'exploitation. C'est ce qu'on a toujours fait. He figured that he could get an alien back through quarantine if one of us was impregnated. I don't know which species is worse. You don't see them each other over for a damn percentage. Ce que montre la science-fiction, c'est qu'en allant à la rencontre de l'univers, on emmène tous nos travers avec nous. Mes parents, au début des années 50, pensaient que la télévision était la pire influence. Donc ils m'empêchaient de la regarder. J'avais seulement le droit de voir des choses comme la sitcom des Honeymooners avec Jackie Gleason. D'accord. Donc je me suis mis à imaginer mes propres émissions. Comme je ne pouvais pas regarder la télé, je m'inventais des histoires pour m'amuser. Oui. C'est ce que font les enfants quand ils exercent leur faculté naturelle à créer des monstres qui n'existent pas. Je me souviens qu'après avoir vu Mysterious Island quand j'avais 8 ans, j'ai foncé chez moi et je me suis mis à en faire ma propre version. Je crois que c'est ça l'impulsion créative, une assimilation. Je ne veux pas le copier comme un fan sans aucune originalité, je veux en créer ma propre version. Ça passait toujours par un crayon et un bout de papier, et bien sûr plus tard par la caméra à 8 mm. Vous analysiez le monde.
et vous le transformiez sous la forme de quelque chose de visuel. Exactement. Je m'éclate. Vous le savez, vous en faites autant. Quand je m'installe pour faire un storyboard, mes meilleures idées me viennent pendant que je fais mes dessins. Des idées qui n'étaient ni dans le script, ni même dans mon imagination, surgissent à ce moment-là. Les artistes de science-fiction sont souvent oubliés dans l'histoire de la science-fiction. Pourtant, ils ont véritablement influencé les auteurs parce qu'ils ont donné vie à leurs idées et aussi à leurs personnages. Si vous repensez à tout ce que vous avez visualisé dans le domaine de la science-fiction, vous allez sûrement revenir à ce qu'un artiste de science-fiction a fait. Chesley Bonestell est considéré comme le créateur de l'art spatial et de l'art astronomique. Il a commencé à produire dans les années 40 des peintures extraordinairement réalistes. Encore aujourd'hui, des astronomes, des astronautes, des astrophysiciens et des ingénieurs vous diront qu'ils ont fait ce choix de carrière parce que, dans leur enfance, ils ont été inspirés par Chesley Bonestell. Le gros avantage de la science-fiction, c'est qu'on peut dessiner tout ce qu'on veut sur cette toile géante qu'est l'espace. Tout est ouvert pour votre imagination. En construisant un monde, on crée une société, une planète, un peuple de toutes pièces. Il se peut qu'ils ne ressemblent pas à des gens comme vous et moi, mais ils existent. Chaque plante que vous voyez dans cette remarquable forêt de Pandora, même si vous n'en voyez qu'une demi-seconde, possède un nom anglais, un nom latin, un nom navi, et sûrement une description de 2 pages sur son écologie, la façon dont elle se reproduit et l'utilisation qu'en font les navis. Avec un tel niveau de détail, on ne fait pas d'économie sur le langage. Il faut s'assurer que tout se tient. J'ai écrit cette langue qui comporte environ 400 mots. J'ai fait un petit dictionnaire. C'était intéressant parce que les 2 seules personnes qui savaient la parler à l'époque étaient Mila et moi. On la parlait couramment après quelques semaines. C'est son nom. Je crois qu'il y a un prénom, un deuxième prénom et un nom de famille dans tout ça. Mais m'en demandez pas plus. Travailler avec Luc Besson, qui a écrit et réalisé Le 5e élément, m'a changé la vie. Ça me paraissait tellement réaliste. Et ça m'impressionnait. C'est une page blanche. On peut tout écrire. On peut faire en sorte que tout redevienne beau dans l'espace. J'aime cette idée. Je prends un sujet, comme la loi, la police, la nourriture. Puis j'écris 10 ou 15 pages sur chaque sujet. Ensuite, on donne ça aux acteurs, et ils donnent de la vie et de l'éclat à l'histoire, même si on n'en parle jamais. La science-fiction est sûrement la meilleure façon d'ouvrir son esprit à tout. La science-fiction est un carburant qui permet d'ouvrir les portes plus facilement. Ça ne fait pas tellement elles sont dures à pousser. L'espace est le plus grand tableau pour écrire tout ce qu'on veut, pour repousser les limites, parce que, par définition, le futur n'a pas de limite. Ou s'il en a une, on ne le sait pas. Quand j'avais 8 ou 9 ans, mon obsession était de créer différentes planètes, créer des mondes et des univers, et de les construire de toutes pièces, déjà aussi jeune. J'ai décrit les visuels des Gardiens de la Galaxie. Ça représente des centaines de pages de documents sur différentes cultures, ce qu'elles font et comment elles pensent. On crée un monde dans l'espace qui repose sur de vraies règles, mais qui est malgré tout rempli d'imagination et de rêves. Oh, yeah. Quand on a un raton laveur et un arbre, on est dans la space fantasy. Mais en admettant qu'il existe un raton laveur qui parle, comment serait-il? J'ai décidé que Rocket Raccoon serait le résultat d'expériences sur lui pour qu'il devienne un tueur. Groot est le personnage le plus apprécié des Gardiens de la Galaxie. Il est certainement l'âme du film.
Je m'en souviens comme si c'était hier. On s'apprêtait à tourner la scène dans laquelle Groot se transforme en une sorte de bouclier pour nous protéger d'un crash qui nous aurait forcément tués. Ce jour-là, en tournant cette scène, on n'arrêtait pas de pleurer. Ce personnage est pourtant fictif, mais le fait qu'il risque sa vie pour sauver la mienne était bouleversant. Ça ressemble beaucoup à l'histoire du Christ. Ce personnage donne sa vie et ressuscite. Nous s'appelle Groot, et la réplique du film sur laquelle tout le reste du film repose. On voit un raton laveur et un humain avec un assassin vert et un gros balourd qui se trouvent une famille ensemble pour la première fois. Une famille dans l'espace. C'est ça de la science-fiction, une famille dans l'espace. Today it is you who learn the power of Mars. Tomorrow it will be the whole world. We're dreaming. Is it about Mars? The angry red planet. We're heading straight for Mars. Ooh, Mars is burning up. Il y a 50 ans, l'espace était un environnement extrêmement hostile. Ensuite, on a suivi la trajectoire de la science-fiction en explorant le reste de l'univers. Le système solaire est maintenant à notre portée. Quand elle est au plus proche de nous, Mars est à 58 millions de kilomètres, ce qui ne paraît pas si énorme par rapport aux années-lumière. C'est une distance minuscule en comparaison. Des histoires comme Seul sur Mars nous donnent à penser qu'on pourra faire ça de notre vivant. I gotta figure out a way to grow 3 years' worth of food here on a planet where nothing grows. Dans Seul sur Mars, on voit une personne intelligente, qui se comporte intelligemment, qui se sert de son cerveau pour résoudre les problèmes plutôt que d'un sabre laser ou d'un fusil à rayon laser. They say that once you grow crops somewhere, you've officially colonized it. So, technically, I colonized Mars. L'une des autres choses géniales qu'accomplit Seul sur Mars, c'est de donner l'impression que cette expérience ressemble à la vie de tous les jours. On peut s'identifier à Mark Watney. Il ne surmonte pas les obstacles sans accroc. Au contraire, il y en a toujours. Et on le voit les affronter. Et on se dit, je pourrais faire ça. Donc c'est stimulant et en même temps très réaliste. I forgot to account for the excess oxygen that I've been exhaling when I did my calculations. Because I'm stupid. L'histoire est constituée d'une longue série d'échecs. En gros, la solution qu'il trouve au problème présent entraîne le problème suivant, et ainsi de suite. Je dirais que le style de résolution des problèmes d'Arthur Clarke et de Robert Heinlein ont influencé ma façon d'écrire Seul sur Mars. Même si l'une des plus grandes influences a été Apollo 13, à la fois les événements réels et le film. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Mon père est physicien de particules et ma mère ingénieur électricien. Alors, j'étais condamné à être un geek. Il y a une blague. On lui dit que ce qu'il écrit est diffusé en direct dans le monde entier. Dans le roman, il dit « matez les nichons » et il dessine des seins en code ASCII, parenthèse, point Y, parenthèse. Ça n'a pas été repris dans le film. On voit juste tout le monde regarder en l'air et faire « oh ». Comme s'il avait écrit quelque chose de vraiment vulgaire. In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the out of this. Je vais devoir en chier de la science. Ça signifie quoi pour vous? Ça retranscrit sa sensation de terreur. Soit je meurs ici, soit j'arrive à survivre. Oui. Il se repose énormément sur l'humour macabre. Je ne vais pas trop y penser. Je vais prendre ça jour par jour, heure par heure. Oui. Et je vais en chier de la science pour arriver à survivre. Ce genre d'humour lui permet probablement de tenir à distance la terreur qui l'empêcherait de fonctionner. Vous savez ce que j'en ai déduit? On est tous ce type. Notre situation actuelle sur Terre est telle qu'on est obligé d'en chier de la science pour survivre. C'est vrai. Les menaces sont face à nous. Oui. Nos menaces sont causées par la technologie pour la plupart et elles doivent être résolues par la science.
Oui, c'est très juste. Je pense que ce qui motive le réalisme de Seul sur Mars est le fait qu'on ira bientôt sur Mars. Le film nous rappelle que nous avons la technologie nécessaire et que nous sommes en train de construire des moyens perfectionnés d'aller sur la planète Mars et de la coloniser. C'est pour ça que Seul sur Mars est un film important et qu'il est aussi réaliste. This is space. It does not cooperate. At some point, everything's going to go south and you're going to say, this is it. Now you can either accept that or you can get to work. Si on ne trouve pas le moyen d'aller sur Mars et d'y vivre, et puis de construire un autre vaisseau capable d'atteindre un autre système solaire, on est cuit. À long terme, oui. Et on n'a pas 1 million d'années pour y arriver. On est très en retard. Donc, il faut que les gens acceptent cette idée. Et s'il n'y avait pas ces films pour dire « c'est une super aventure, ça va être amusant », pensez-vous qu'on serait assez stupide pour monter à bord d'un vaisseau en direction de Mars alors qu'il n'y a rien là-haut qu'un paquet de poussière rouge? Non, c'est une aventure, il faut qu'on fasse ça. L'espèce humaine en dépend. Merci de le faire. Tout le plaisir est pour moi. C'était un débat passionnant. Je n'ai plus que ça à faire maintenant. Et je ne le fais pas souvent.